Bonjour et bienvenue sur la chaîne Contemporain Pop Culture. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dune de Frank Herbert et tout l'univers de Dune. 2020 devait être l'année de Dune, puisque le film de Denis Villeneuve devait sortir en décembre 2020. Il a été repoussé à cause de la crise du Covid en 2021. Donc mauvaise nouvelle, parce que toutes les publications qui devaient sortir, les livres qui traitaient de Dune, étaient calés pour sortir maintenant. Donc il y a un décalage entre les parutions, ça ne suivra pas forcément la mode que devait lancer le film. Donc il y a plein de livres, il y a des adaptations en roman graphique qui doivent sortir, il y a deux jeux de société, donc une réédition du jeu de société Dune, qui a été un grand jeu de société, un classique, qui a été refait un petit peu graphiquement pour sortir, et puis un nouveau jeu de deck building Dune Imperium qui doit sortir aussi par l'auteur de Clank. Donc il y avait plein de sorties qui devaient accompagner ce livre, ce film, et du coup, eh ben, voilà, on a déjà le roman de Frank Herbert, qui est paru en 1965, qui est un monstre de la science-fiction, qui est plus que ça, qui est l'équivalent un peu du Seigneur des Anneaux pour la fantasy, on en parlera en détail. On a ce qui est sorti, le MOOC. Donc le MOOC, c'est une sorte de hybride entre livre et journal. Voilà, et le MOOC des éditions La Talente est là, qui se sont associés et qui ont fait un crowdfunding pour pouvoir financer ce livre qui parle de Dune. Alors, de tout ce qu'il y a sur Dune, hein, je voulais vous le montrer. Le film, les jeux vidéo, les jeux de société, le livre bien sûr, l'auteur, les personnages, par des spécialistes de Dune qui parlent dans ce livre. Et il est très très intéressant. Alors, avant de revenir, je voudrais aussi vous parler des films, le film de David Lynch et du film avorté de Jodorowsky. Donc voilà, pas mal de choses à vous dire si vous aimez Dune et si vous appréciez l'univers de Dune. Donc Dune, c'est quoi? Alors, je vais essayer de résumer un peu le pitch du livre. Donc en 10191, après la fondation de la Guilde spatiale, l'empereur Padishah Shaddam IV, chef de la maison Corino, exerce un pouvoir féodal sur les planètes de l'Imperium, un empire qui s'étend sur des centaines de mondes. Cet empire est issu du djihad butlérien. Alors c'est quoi le djihad butlérien? C'est un événement vieux de 10 000 ans où en fait les humains se sont libérés de la domination des machines qui les avaient asservis. Et en fait, ils ont détruit toutes les intelligences artificielles et toutes ces machines. Et finalement, les humains ont repris le pouvoir. Il y a maintenant une guilde spatiale qui possède le monopole des voyages interstellaires. Et il y a différentes organisations du coup qui se sont mises en place chez les humains pour faire tout ça. Il y a les mantas. Alors les mantas, c'est quoi? Les mantas, ce sont des humains qui ont des capacités extraordinaires et qui arrivent à réfléchir mieux que des ordinateurs très puissants. Donc ils calculent tout, ce sont des maîtres assassins, ils font des plans dans les plans. Il y a les navigateurs. Alors les navigateurs, eux, ils sont dotés de pouvoirs de préscience, de façon à pouvoir imaginer, voir la meilleure trajectoire pour les vaisseaux spatiaux. Il y a l'ordre du Bene Gesserit, qui est exclusivement féminin, qui a une influence politique et religieuse, qui a un programme de développement génétique qui s'appelle le Kwisatz Haderach, et qui sert un peu à créer un surhomme en essayant de croiser des lignées. Voilà. Il y a l'ordre du Bene Tleilax, qui font des clones des humains, voilà, génétiques. Les Ixiens, ils font du matériel technologique, ou les docteurs de l'école Souk, qui sont des médecins qui reçoivent un conditionnement pour éviter de trahir. Alors trahir, voilà, parce que en fait, il y a beaucoup de maisons, et c'est un peu comme le trône de fer, hein, le jeu des pouvoirs, le jeu des trônes, où ils essayent tous d'avoir le pouvoir et puis de se zigouiller les uns les autres à tour avec des assassins, des choses comme ça. Donc le fait d'avoir un médecin qui a un conditionnement impérial, ça veut dire qu'il ne vous trahira pas. Ça ne marche pas à tous les coups. Donc la spécialisation de ces humains, elle a été rendue possible par la fameuse substance mystérieuse, l'épice, ou qu'on appelle aussi le mélange. Donc cette épice, c'est une sorte de puissant stimulant cérébral qui permet par exemple aux navigateurs de décupler leur mental pour imaginer les trajectoires, et qui permet de vivre aussi plus longtemps, de résister aux maladies, d'avoir des pouvoirs en fait
Donc cette substance, elle n'est produite que sur Arrakis, la planète des sables. Et c'est là tout le thème de Dune, cette planète Arrakis. Les autochtones qui habitent dessus, les Fremen, ils la surnomment Dune. Et donc l'épice n'est produite que là, on n'arrive pas à la synthétiser ailleurs ou en faire quelque chose, on ne peut l'avoir que là, il n'en existe pas beaucoup d'épices. Et donc ce produit primordial, eh ben, les maisons dominantes se battent un peu pour l'avoir. Et l'empereur Padishah-Salam IV, il a confié la gestion de cette planète aux Harkonnen. Alors les Harkonnen, c'est pas des gentils, c'est plutôt des gens qui sont prêts à tout pour faire du gain, du profit, qui s'embarrassent pas, et donc pour l'économie à tout crin, qui tue petit à petit la population. Et donc l'empereur se dit, bah, je vais donner la gestion de cette planète aux Atréides, qui sont eux des gens beaucoup plus civilisés, beaucoup plus gentils. Les Atréides, eux, ils habitent sur une planète océan qui est Caladan, donc ils vont se retrouver à devoir aller dans cette planète qui est totalement différente de la leur. Et l'empereur, il a une petite idée derrière la tête parce que il voit bien que le duc Leto, il est très populaire auprès des grandes maisons, c'est un type droit, un type bien, et il se dit que va peut-être pouvoir lui jouer un tour de cochon en lui mettant, en le mettant un peu contre les Harkonnen, qui sont une famille qui déteste depuis toujours. Donc, le duc Leto Atréide, lui, il a un enfant qui s'appelle Paul Atréide. Et Paul Atréide, sa mère, elle s'appelle Dame Jessica, c'est la concubine du duc Leto. Et cette Dame Jessica, elle est Bene Gesserit, elle est de cet ordre-là. Et le Bene Gesserit lui avait demandé de ne faire que des filles. Et elle a désobéi par amour pour son duc. Et elle a donné naissance à un garçon. Et ça, c'est le point de départ de la mécanique qui va tout faire changer dans l'univers de Frank Herbert, de Dune, parce que le fait de faire par amour un garçon, eh bien, ça va bouleverser les plans de tout le monde, et en particulier du Bene Gesserit, et avec cette fameuse légende du Kwisatz Haderach, qui fait que voilà, on peut avoir peut-être donné naissance à un surêtre, un surhomme. Donc voilà, ça c'est pour le pitch. Donc Dune, c'est un livre univers, une fresque écologique et politique, économique et métaphysique sans équivalent, dit Laurent Jeunefort dans le MOOC. C'est un récit initiatique d'aventure qui s'éloigne du culte des machines pour s'intéresser à la religion, à la spiritualité. Et c'est à la confluence, et ça c'est intéressant, de la fantasy et de la SF. Ça a été baptisé par certains de la space fantasy. Un peu comme Star Wars. Star Wars, d'ailleurs, c'est largement influencé de Dune, puisque c'est arrivé après Star Wars. On peut aussi trouver des ressemblances en Dune avec le Seigneur des Anneaux, qui est de la fantasy. Mais à l'époque, le Seigneur des Anneaux, lui, il est sorti dans les années 50-55, mais il a commencé à avoir du succès dans les années 65. Et c'est vrai que Dune aussi a eu des succès dans les années 65-70, en particulier avec le mouvement aux États-Unis des hippies. Voilà, l'épice, le côté le changement d'esprit, voilà, avec le LSD, tout ce qu'ils consommaient, les drogues, ça leur a parlé, ça. Et c'est vrai que on peut retrouver dans Dune le côté univers, le côté récit initiatique, voilà, il y a pas mal de points communs, et finalement, on peut pas dire que c'est de la SF pure et dure, Dune, parce que voilà, il y a quand même pas mal de points de confluence. Frank Herbert, je vais vous parler un petit peu de Frank Herbert rapidement, je ne vais pas non plus faire trop long. Frank Herbert, lui, il dit à ses parents, à 8 ans, je serai écrivain. Ses parents, ils sont alcooliques, son père est policier, mais ça n'empêche pas d'être alcoolique et d'être assez trouble, très dur avec son fils, donc il n'a pas eu une enfance très heureuse. Frank Herbert, d'ailleurs, il aura 2 garçons, et il les éduquera de manière dure aussi, se fâchera avec eux, il sera qualifié de tyran domestique par ses enfants, donc un personnage assez sombre, avec voilà, qui a eu du mal à gérer son côté obscur, mais qui va être journaliste et qui va essayer de tout donner pour devenir romancier. Il va travailler un petit peu en politique pour le gouverneur, et il va s'apercevoir des ravages un peu du pouvoir.
Son premier roman, The Dragon in the Sea, en français il est paru sur Le monstre sous la mer, le récit d'un espion se cachant dans un sous-marin, dans un équipage. Voilà, il a beaucoup de succès critique, mais il ne se vend pas. Son manuscrit, qui s'appelle au début Dune World, est publié en 2 parties dans la revue Analogue. Et les éditeurs ne veulent pas l'éditer, il a le refus, un peu comme tous les grands auteurs, on parle souvent de ses refus. Il a 20 refus d'édition, et finalement il va être publié par Charlton Books en 1965. Charlton Books, c'est un éditeur qui publie essentiellement des livres sur l'automobile et sur les tracteurs. Vous voyez, là il tombe... Ça a un succès critique absolument terrible tout de suite, puisqu'il gagne les 2 plus grands prix de science-fiction, le prix Hugo et le prix Nebula. Par contre, le succès n'est pas au rendez-vous, et il ne viendra, comme je vous disais, que dans les années 70, avec le mouvement hippie qui s'empare un peu de ce livre, et qui fait qu'il va si bien marcher. Il a l'idée pour revenir à l'idée du livre, il a l'idée de ce livre en partant en reportage dans l'Oregon, dans une sorte de plantation pour retenir des dunes en fait de sable, et ils ont créé pour voir si ces plantes fonctionnaient pour retenir des dunes, un véritable mini Sahara dans l'Oregon. Et quand Frank Herbert il voit ça, et bien il se dit voilà, il a l'idée de ce monde incroyable de dunes. Alors, puisqu'il y a tellement de succès, ce livre dans les années 70 se pose la question de l'adaptation cinéma. Et en 1975, Alejandro Jodorowsky, il veut l'adapter, mais il veut le modifier, il veut en faire un film à lui, il commence à changer la fin, il commence à changer plein de choses. Et surtout, Alejandro Jodorowsky, qui avait fait La Montagne Sacrée ou El Topo comme film, c'est quelqu'un qui a un tempérament terrible, qui est un peu mégalomaniaque. Et du coup, le budget de 9 millions que Jérôme Sédou, le français, lui octroie, il va partir en cacahuète, et ça va passer à 20 millions très rapidement, parce que Jodorowsky veut faire le plus grand film de science-fiction jamais réalisé. Le film commence à durer 10 heures, et puis il va passer à 15 heures de durée. Il va contacter des acteurs comme Salvador Dali pour jouer l'empereur Padishah Shaddam, Orson Welles pour jouer le baron Harkonnen, qui lui donne son accord, hein, avec des tarifs exorbitants, c'est pour ça que le budget explose. Mick Jagger pour jouer l'assassin Fade Ruta, voilà, donc des noms incroyables. Il demande à Pink Floyd de lui faire la musique, donc ça, toute l'histoire est sortie en DVD, et ça a eu beaucoup de succès, ce fameux Jodorowsky Dune, le film qui n'a jamais été fait. Et donc voilà, je vous invite à le regarder, parce que c'est un documentaire absolument exceptionnel. Il y a des affiches du film qui donc n'a pas eu lieu. Il va s'entourer d'une équipe technique avec Moebius, le fameux dessinateur, Giger, voilà, le créateur. Il va faire des costumes, voilà, on le voit ici, Alejandro Jodorowsky, voilà, il fait des costumes, vraiment, le film a même une bande-annonce, ils y croient vraiment. Voilà, les artworks de Giger, voilà, et en fait, voilà, il y a plein de dessins. Moebius fait un véritable storyboard. Il y a les vaisseaux spatiaux, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, je vais vite, hein. Voilà, il y a c'est très intéressant. Et finalement, tous ces gens qu'il a recrutés, ben, ça va tomber à l'eau, parce que c'est jamais suffisant. Il veut toujours plus d'argent. Et finalement, ben, les financiers laissent tomber. Et donc, du coup, le film ne se fera pas. Donc c'est terrible pour Alejandro Jodorowsky. On peut voir d'ailleurs, voilà, dans Métal Hurlant de l'époque, Dune, vous voyez, le film qui ne se fera jamais. Voilà, donc il a un statut culte, ce Dune. Et alors en fait, ça va donner naissance à plein de choses, parce que du coup, Jodorowsky, ce qu'il n'a pas pu faire dans Dune, il va le faire en BD, ça va devenir un très grand scénariste de BD. Il va faire l'Incal, toute la série de l'Incal, avec Moebius donc, où il va remettre un peu tout ce qu'il avait pensé pour faire Dune.
Voilà, les designs, les vaisseaux spatiaux, voilà, c'est une superbe série de BD que je vous recommande absolument, Lincal. Et puis la Casse des Métabarons aussi, va mettre beaucoup de ce qu'il a mis, ce qu'il voulait mettre dans Dune, voilà, la Casse des Métabarons avec le dessinateur Jiménez, que je vous recommande absolument aussi. Et là on retrouve un petit peu tout ce qu'il avait voulu faire là-dedans. Voilà pour ce Alessandro Jodorowsky Dune. Et donc du coup, David Lynch va reprendre le flambeau avec le producteur Dino De Laurentiis. Ça, c'est en 1983, avec un budget de 50 millions de dollars. Et bien la musique, là, c'est Toto qui va la faire, et le groupe Toto et Brian Eno. Ils auront Sting quand même pour faire Fade Ruta, pas Mick Jagger, mais bon, Sting c'est pas si mal. Et donc ce Dune de David Lynch qui vient de faire Elephant Man, moi je l'ai vu quand j'étais gamin, il est sorti en 83, donc j'avais 9-10 ans, donc je l'ai vu au cinéma. Et à l'époque, je ne connaissais pas le livre de Frank Herbert, bien sûr. Et du coup, moi, j'avais été scotché complètement. Donc c'est un film qui est devenu culte, mais qui a ses détracteurs, évidemment. Il ne rend pas justice au livre. Le livre, voilà, il est tellement mieux, mais c'est comme souvent. Mais là, le premier montage de David Lynch, il faisait 4h50. Donc forcément, à l'arrivée, ils lui ont charcuté, il n'avait pas le final cut, c'était Dino De Laurentiis qui l'avait, et donc il est passé à 2h15, donc forcément, voilà, il est coupé dans tous les sens. Les effets spéciaux ont bien sûr vieilli. Il n'en reste que moi, j'ai des souvenirs extraordinaires de la découverte de cet univers, voilà, sur grand écran, de ce désert, ces dunes, ce sable, puis tout l'univers avec ses pouvoirs, ses mantas, voilà, enfin, l'extraordinaire aventure qu'est Dune. Voilà, moi, ça m'a complètement scotché. J'avais le poster dans ma chambre de gamin en face de moi, le mur était recouvert de l'affiche du film de Dune, où on voit là, un univers complètement nouveau, où effectivement, par rapport à Star Wars, c'était beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature, beaucoup plus étonnant. Donc voilà, moi, David Lynch l'a désavoué son film, hein, voilà. Et donc, moi, j'en ai quand même, voilà, j'ai un plaisir énorme à le regarder encore. Et je trouve qu'il est bien, mais évidemment, je suis persuadé que le film de Denis Villeneuve va être mieux parce qu'il aura plus de temps, il veut le faire en plusieurs morceaux, il veut découper en 2 parties le livre, parce que voilà, il aura des moyens modernes, voilà, j'espère qu'il fera un peu comme Peter Jackson avec Le Seigneur des Anneaux, qu'on aura enfin le film définitif sur Dune, et puis surtout que ça a marché, et qu'il pourra faire des suites. Dans le MOOC, on a des photos du coup voilà, Timothée Chalamet qui l'a pris, et Zendaya qui sont les acteurs qui ont été choisis pour faire Paul Atreides, et voilà. Et nous avons, alors je vais essayer de retrouver une interview de Denis Villeneuve qui explique sa vision pour le film. Et vous avez tous les acteurs, donc voilà, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac. Alors il a une nouveauté parce que Liet Kynes, qui était un scientifique, qui était un homme, voilà, il est joué par une femme noire, et du coup là c'est un choix qui a fait réagir un peu les fans, mais voilà, c'est bien, c'est de changer un peu les personnages. Voilà, vous avez un peu tous les acteurs qui ont été choisis. Dave Bautista qui va jouer Raban, ça va être quelque chose, hein, l'acteur des Gardiens de la Galaxie. Stellan Skarsgård, le baron Vanni Harkonnen aussi, c'est un super choix. Voilà, une interview de Denis Villeneuve. Alors, ce MOOC, qu'est-ce qu'il y a dedans exactement? Alors déjà, il a surpris les gens, ce MOOC, parce qu'en fait, il a une reliure, et ça s'appelle une reliure suisse. Donc du coup, les gens pensaient, et moi aussi d'ailleurs, quand je l'ai reçu, que le livre était mal collé, et du coup, était une mauvaise qualité. En fait, pas du tout, c'est fait exprès, pour que ça s'ouvre mieux. Donc là-dedans, vous avez sur Dune, pourquoi lire Dune, vraiment des témoignages hyper intéressants sur la genèse du livre, beaucoup de photos, vous avez un marque-page qui est offert avec, vous avez voilà, sur l'édition française, vous avez une interview de Frank Herbert qui est très très intéressant, Frank Herbert.
dans ce qu'il dit. Vous avez sur les illustrations de Dune, voilà, les spécialistes qui parlent du livre, sur l'épice, voilà, sur les Atreides, les Harkonnen, les Bene Gesserit, voilà, un peu tous sur l'univers du livre. Et puis, vous avez aussi sur tous les personnages. Alors, ils vont prendre les personnages les uns après les autres et expliquer un peu leur voilà, c'est très intéressant à lire une fois qu'on a lu le livre. Après, sur le film, bien sûr, ils vont aussi parler de Jodorowsky, hein, que je vous en ai parlé. Ils vont aussi vous parler des jeux vidéo. Il y a eu 2 jeux de vidéo, de l'éditeur Cryo et Westwood qui sont sortis. Moi j'ai joué à ces jeux, ils étaient pas mal du tout. Sur les éventuelles adaptations en BD, il y a un roman graphique qui devrait sortir. Sur la série, voilà, je n'ai pas parlé de la série Dune qui a eu pas mal de succès, voilà, qui est dans les années 2000 sur Sci-Fi. Voilà, sur les jeux vidéo. Il parle un peu du jeu de société aussi. Voilà une image du film de Denis Villeneuve qui va sortir. Espérons qu'il sera super. Voilà ce que je voulais vous dire sur ça. Je voulais aussi vous parler un petit peu du livre plus en détail. Donc ça c'est le tome 1. Vous avez une préface de Denis Villeneuve et de Pierre Bordage. Alors ces préfaces, je vous conseille de ne pas les lire avant d'avoir lu le livre. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, ça vous spoil beaucoup. Donc lisez-les après. Et une postface de Gérard Klein, qui est la personne qui a édité en premier, qui a eu le coup de cœur pour Dune et qui l'a fait éditer en France, qui est ami avec, avec Frank Herbert. Voilà, et dans ce livre, eh bien, vous avez une belle édition en dur. Voilà, on attendait ça depuis longtemps. C'est-à-dire que Dune, on avait que des éditions en poche, des éditions pas terribles. Et en fait, voilà, ça faisait longtemps que tout le monde attendait. Il y avait une intégrale un peu souple chez Ailleurs et Demain qui était pas mal, mais on attendait vraiment une belle édition. Et là, on l'a, une vraie édition en dur, voilà, superbe, de bonne taille, sur Dune, le tome 1, voilà. Le pocket était coupé en 2, là c'est vraiment le premier tome. Du coup, il y a 6 tomes de Dune. Il y a le Messie de Dune qui est le tome 2, qui va être édité sous la même forme. Les Enfants de Dune, L'Empereur Dieu de Dune, Les Hérétiques de Dune et La Maison des Mers. Alors, ils sont tous très bien, les livres de Frank Herbert. Personnellement, moi je préfère les 2 premiers. Voilà, il y a vraiment une histoire qui est intéressante avec le destin de Paul Atreides, cette montée en puissance d'un récit initiatique où on a un jeune adolescent qui va se retrouver propulsé, qui va embraser son destin, qui va devenir un prophète, un véritable dieu, et derrière les dérives du pouvoir de quelqu'un de tout puissant qui va devenir quelque chose de presque un tyran, quelque chose de terrible. Donc vous voyez, c'est très intéressant. Frank Herbert il se méfiait beaucoup des héros. Il dit toujours que les super-héros étaient très dangereux, étaient catastrophiques. Parce que tous ces gens qui sont attirés par le pouvoir, tous ces gens qui sont adulés par les gens, ils ont trop de pouvoir et souvent ils prennent des décisions terribles du coup. Voilà, après à la fin vous avez des appendices qui vous expliquent un petit peu les choses sur le monde de Dune, c'est très intéressant, ça ressemble un peu aux appendices qu'on peut trouver chez Tolkien. Vous avez une carte aussi, vous avez donc pas mal de choses intéressantes dans ce livre de Dune. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Je vais forcément oublier des choses parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire sur Dune. Il existe aussi en livre audio. Moi, je les ai écoutés, les livres audio chez Audible de Dune. Très bien, très bien. C'est aussi une façon de découvrir l'histoire. Voilà, moi, je vous recommande absolument, si vous ne l'avez pas lu, ce livre Dune, qui est vraiment le livre à lire quand vous voulez lire de la science-fiction. Ça dépasse le cadre de la science-fiction. C'est un livre absolument exceptionnel, extraordinaire. On est projeté dans ce monde univers. Voilà, il faut absolument le lire. S'il n'y avait qu'un livre à lire en science-fiction, voilà, il faudrait lire celui-là. Et en plus ça dépasse le cadre de la science-fiction parce qu'on retrouve beaucoup de choses qu'on retrouve en fantasy, donc c'est formidable. Et puis n'hésitez pas, le MOOC
Ils sont disponibles encore ces 2 livres. C'est un très bon complément justement pour avoir des détails sur cet univers, pour comprendre les choses, pour rentrer un peu, voilà, voir comment ça s'est fait, tout savoir sur Dune, il est super complet. Voilà, ça coûte 22,50 € et ça coûte 25 €, donc voilà, c'est abordable et voilà, vous en aurez pour votre argent. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, j'espère que c'était intéressant et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur le blog Contre en Pop Culture. Au revoir.